Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Pierre-Stéphane Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. C'est chez Studio Fact Édition, c'est plus une biographie, c'est plus qu'un portrait, c'est une enquête fouillée sur le parcours de ce surdoué de la politique, de ce personnage de 28 ans qui domine désormais le paysage politique à l'extrême droite et qui, dimanche prochain, sera évidemment au cœur des européennes dont il est le favori selon les sondages. C'est aussi la suite d'un documentaire que vous aviez tourné, mais bien sûr, avec le livre, on peut aller plus loin, on a plus de mots, plus de faits à caser et surtout, on peut mettre en avant encore plus d'éléments concrets et de preuves. Commençons, puisque ça sera l'actualité de dimanche, par la figure politique, le moment politique que nous vivons. Vous dites, page 102, ils ne sont pas rivaux, ils sont complémentaires. C'est le RN qui dit cela, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen elle-même qui le dit. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça va pas changer après le 9 juin si Bardella fait 30% ou plus? Oui, j'y crois parce que aujourd'hui Bardella n'a pas de courant idéologique propre, il n'a pas de troupe, il n'a pas de fief. Il reste l'outil préféré de Marine Le Pen. Et ça, la seule popularité ne peut pas lui permettre de renverser la table, je le crois. Voilà. Il le sait. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'âme d'un putschiste à la Florian Philippot ou à la Bruno Maigret. Mais justement, les aventures précédentes de Maigret et de Philippot, je pense, le dissuaderont sans doute de tenter sa chance seul. Et encore une fois, aujourd'hui, tout le parti reste fidèle à Marine Le Pen. C'est elle la patronne. Pourtant, c'est lui qui le préside, il a dû mettre des gens à lui. Oui, alors je me permets de glisser une petite info, c'est elle qui touche le salaire de président du Rassemblement National. Ce n'est pas lui, aujourd'hui. Homme de paille, en quelque sorte. Alors, homme de paille, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, porte-parole favori, ça c'est sûr, oui. Il sait qu'après le 9 juin, il va changer de dimension s'il arrive en tête des européennes, loin devant la majorité. Est-ce qu'il en parle? Est-ce que son entourage en parle? Est-ce qu'il y a un Bardella 2.0 qui se prépare? Bon, en tout cas, quand on côtoie Jordan Bardella, j'ai eu l'occasion à 7 ou 8 reprises de le rencontrer dans le cadre de cette enquête. Officiellement, il ne pense jamais, par exemple, à Matignon, mais au cours de mes investigations, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le cas. Il a notamment préparé un plan Matignon en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Si le RN parvenait à avoir une majorité à l'Assemblée, ce serait sans doute lui qui postulerait au poste de Premier ministre. Vous le détaillez, page 136, ce plan Matignon. Bon, on sent que le RN a envie de cette bataille d'une législative anticipée, d'une dissolution. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Ils auraient 577 candidats, la plupart aptes à gagner. C'est vraiment une réalité? Alors, en fait, moi, je me base sur un document que j'ai trouvé, auquel j'ai eu accès au Rassemblement National, qui est leur plan Matignon, et donc dans ce document, qui date d'il y a un an environ, au moment de la grande réforme des retraites, quand la dissolution potentielle était dans l'air. Oui, ils ont l'air prêts. Il n'y a que dans les dom-toms, je me souviens, où ils n'avaient aucun candidat, ils n'ont aucun candidat dans les dom-toms, mais sinon, oui, ils sont prêts. En fait, ils attendent sans doute que ça. Il n'a pas été toujours dans une figure de loyauté absolue, Bardella. D'abord, Bardella ne rentre pas au FN à l'époque par ni pour Marine Le Pen. Alors ça, c'est le storytelling officiel de Bardella. Il a toujours prétendu que c'était pour Marine Le Pen qu'il était rentré, qu'il s'était engagé à 16 ans. Je le rappelle quand même, c'est important. En 2012, il avait 16 ans quand il prend sa carte au Front National. Elle est déjà présidente, elle. Elle est présidente, mais Jean-Marie Le Pen est toujours président d'honneur à cette époque-là. Et j'ai même pu produire des preuves, des éléments de preuve et des témoignages dans le livre qui montrent que Bardella, en fait, jeune militant, était une groupie de Jean-Marie Le Pen, puisque j'ai révélé des photographies où on le voit prendre la pause lors d'une dédicace avec Jean-Marie Le Pen, après avoir fait la queue pendant des heures dans Paris, en plein hiver, voilà, pour avoir le privilège, si j'ose dire, de son point de vue, de pouvoir rencontrer et prendre la pause avec Jean-Marie Le Pen. En fait, il a grandi avec un Jean-Marie Le Pen figure tutélaire. Ça, c'est indéniable. Quand est-ce qu'il se convertit au marinisme? C'est elle qui vient le chercher? C'est lui qui se rend compte que l'avenir, c'est Marine Le Pen? Vous racontez des épisodes où il y a presque des rencontres romanesques entre eux. Alors en fait, l'épisode qui le propulse vraiment dans l'entourage de Marine Le Pen, c'est à partir de 2017, quand il se met en couple avec la fille de Frédéric Chatillon. C'est ainsi qu'il rentre dans le deuxième cercle amical de Marine Le Pen, puisqu'en fait, il intègre la famille de Frédéric Chatillon par ce couple. On va en reparler de Frédéric Chatillon. Et a priori, c'est ainsi qu'elle le remarque. J'ai pu produire des témoignages et des éléments de preuve à ce sujet. Ouais. Mais politiquement, s'appuyer sur lui et lui s'accrocher à elle, c'est un peu plus complexe? Non, parce qu'en fait, ils sont, c'est vrai, extrêmement complémentaires. Quand on regarde notamment dans le détail des sondages, il y a un taux de pénétration, si j'ose dire, de l'électorat qui est différent entre Bardella et Marine Le Pen. Ils ne touchent pas les mêmes électorats. Bardella réussit à toucher un électorat populaire, réussit à toucher un électorat jeune, citadin, notamment en banlieue parisienne, ce qui n'était pas du tout le cas de Marine Le Pen. Et donc, c'est vraiment là qu'il est utile à Marine Le Pen, puisqu'en fait, il touche des électeurs qu'elle ne touchait pas jusqu'alors.
Après 2017, après le désastre de Marine Le Pen dans le débat entre les deux tours, vous décrivez une scène ahurissante dans un café, je crois, près de la gare Saint-Lazare, où finalement, on se demande s'il ne faut pas la virer. S'il y a pas, là, il y a une tentation de putsch à défaut d'une tentative. Il me paraît clair qu'il a eu cette tentation, plus jeune. 2017-2018, on se souvient d'une Marine Le Pen un petit peu essorée après son débat face à Emmanuel Macron, débat complètement raté. Déprimée aussi, on se dit elle va arrêter. Voilà, traversée du désert. Et en fait, dans la foulée, c'est vrai que les mauvaises langues vont bon train au sein du Rassemblement national en disant elle est trop usée, on n'y arrivera jamais avec Marine Le Pen. Et l'un des plus proches de Jordan Bardella à l'époque, qui s'appelle Aurélien Legrand, qui était son meilleur ami et son mentor en politique, m'explique qu'avec Jordan Bardella, ils avaient des projets de putsch de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'ils voulaient que Jordan Bardella incarne une figure nouvelle pour prendre la place de Marine Le Pen. Ça n'a pas été plus loin ? En fait, il n'a pas eu besoin de la putcher puisqu'elle l'a choisi. Donc il a pu, si j'ose dire, réaliser ses plans un petit peu is no good, calife à la place du calife, avec elle et pas contre elle. Le moment véritablement de son surgissement, c'est quand il est porte-parole ou c'est vraiment les élections européennes de 2019 ? Là, elle lui donne un défi et il change de dimension. Il change de dimension et en fait, il y a quand même une notion de création chez Jordan Bardella, de produit marketing. Et c'est vraiment à partir des européennes de 2019, avant ces européennes, qui commence à être coaché par un ancien journaliste qui s'appelle Pascal Humeau, qui va passer 4 ans à le former et à en faire ce redoutable communicant qu'on connaît aujourd'hui. Avant Pascal Humeau, donc avant grosso modo l'été 2018, Jordan Bardella, il n'est pas très bon sur les plateaux. Quand on regarde les archives, il est très raide, il a une allure un petit peu sénatoriale. Il ne sourit pas. Et Humeau l'apprend à sourire. Voilà. Et en fait, Humeau a ces mots assez terribles. Il fallait en faire un facho sympa. Il y a un autre aspect avec Humeau, c'est qu'ils vont rompre parce qu'il a du mal à se faire payer comme média trainer et on lui propose un étrange marché. Alors, selon les déclarations de Pascal Humeau, Jordan Bardella lui aurait proposé d'être... en gros, Pascal Humeau travaille sur la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022. Il n'arrive pas à se faire payer, Jordan Bardella le fait courir et au bout d'un moment, Jordan Bardella lui aurait proposé d'être payé avec de l'argent du Parlement européen. Ça ne s'est pas fait, c'est important de le dire, selon Pascal Humeau, mais a priori, il y a eu cette tentation de la fraude. Alors l'Europe et Bardella, vous faites les comptes, il est dans la commission des pétitions, celle où on n'est pas très actif déjà, et lui est l'un des moins actifs. Il fait 21 amendements, 0 rapport en 5 ans. L'opinion s'en fout, les sondages sont bons. Ah oui, alors ça c'est quand même troublant, c'est-à-dire qu'en fait l'activité en tant qu'élu au Parlement européen de Jordan Bardella, elle est famélique. Objectivement, Jordan Bardella travaille très peu au Parlement européen. Il a un salaire très confortable, environ 7 500 € net par mois d'argent public. Et on peut résumer son mandat aux 3 jours de séance plénière par mois, où il y a les caméras, où il peut prendre la lumière. Où il faut signer aussi, pointer. Il faut pointer, pour pas avoir de pénalité financière. Et comme il est vice-président du groupe ID, il a régulièrement la parole dans l'hémicycle, ce qui lui permet de faire de beaux discours dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. C'est filmé et ensuite il peut diffuser massivement sur TikTok ses beaux discours. Donc son mandat, il l'utilise d'abord pour lui-même. Son mandat n'est pas au service des électeurs puisque manifestement, il n'a pas travaillé. Vous disiez la commission des pétitions. À Bruxelles, on appelle ça la commission des planqués. Dans les couloirs du Parlement européen. Généralement, les députés européens sont membres de 2 à 3 commissions, l'agriculture, la pêche, peu importe, les affaires étrangères, etc. Lui, il est membre d'une seule, celle des pétitions, celle où on travaille le moins. Et en plus, en faisant les comptes sur les 50 réunions de la commission des pétitions, je me suis rendu compte qu'il était absent 70% du temps. Donc en fait, il sèche ses obligations 70% du temps. C'est, je pense, rarement vu au Parlement européen, même si on se souvient que Jean-Marie Le Pen n'était pas très travailleur non plus. Oui, l'absentéisme est un mal assez répandu. Mais d'habitude, on n'en est pas fier et surtout, on n'essaye pas d'y revenir. Là, ce qui est frappant, c'est que Bardella s'en fiche. Ça glisse comme sur les plumes d'un canard. On peut... c'est vrai que ça interroge sur la perception de la politique aujourd'hui. Encore pendant le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella il y a quelques jours, on s'est rendu compte que parfois Jordan Bardella ne lisait même pas les textes de loi qu'il votait au Parlement européen. Je veux dire, c'est quand même une drôle de manière de faire de la politique. Donc oui, ça interroge sur... Bardella, en fait, est-il le symptôme de notre époque et finalement d'un désintéressement total du fond pour se concentrer uniquement sur la forme? Quand on voit le bilan de son mandat, oui, on peut se poser la question. Oui. Vous évoquiez son amourette avec Keridwen Chatillon, la fille de Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen. Mais qui est-il, ce Frédéric Chatillon? Alors, Frédéric Chatillon, c'est vraiment une figure emblématique de l'extrême droite la plus radicale française.
Je parle donc du GUD, il était le chef du GUD dans les années 90. Groupement Union Défense. Groupe Union Défense. Le GUD, c'est quoi? Ça existe toujours, hein, c'est les cagoulés qu'on voit défiler dans la rue là, au mois de mai, encore il y a quelques jours. Croix celtique, etc. Leur valeur, c'est quoi? C'est l'antisémitisme, c'est le racisme, c'est la xénophobie. Ça l'a toujours été depuis les années 90. C'est d'ailleurs Frédéric Chatillon qui a impulsé ce mouvement au sein du GUD, notamment l'antisémitisme pathologique, on peut dire, antisionisme également. Et Frédéric Chatillon n'a jamais démenti ses engagements passés, jamais. Aujourd'hui, Frédéric Chatillon, il est à la tête de plusieurs entreprises. Il y avait notamment encore très récemment e-Politique. e-Politique travaillait avec le Rassemblement National et le régime de Bachar al-Assad, voilà, en Syrie. Donc ça place un petit peu le personnage. Il y a eu de nombreux témoignages à son sujet qui attestent de son antisémitisme. J'en donne quelques exemples dans le livre. Il y a notamment Denis Lemoyle, un ancien membre du GUD, qui a témoigné lors d'une procédure judiciaire contre Frédéric Aziza. Donc Frédéric Chatillon avait attaqué Frédéric Aziza. Et Denis Lemoyle décrit les soirées organisées par Frédéric Chatillon pour l'anniversaire d'Hitler, dans lesquelles il a l'habitude d'amener un portrait d'Adolf Hitler et de l'embrasser. Voilà, tous les 20 avril, on festoie en mémoire du Führer. Voilà, Denis Lemoyle, c'est des choses qui sont quand même assez ignobles. Hein. Il raconte aussi les soirées pyjama rayées en référence au camp de concentration qu'organisait Frédéric Chatillon plus jeune. Il y a eu de multiples références sur les réseaux sociaux de Frédéric Chatillon et de ses sbires. Je pense notamment à Axel Lousteau, qui est un petit peu son bras droit historique. Des références nombreuses au Troisième Reich, à Hitler, à l'antisémitisme, etc. Et donc voilà. Et donc, si vous voulez, Jordan Bardella en 2017 se met en couple avec Keridouane Chatillon, donc qui est la fille de Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon, ami historique de Marine Le Pen, prestataire historique du Rassemblement National avec ses différentes entreprises, vraiment un membre éminent du premier cercle et du deuxième cercle de Marine Le Pen. D'ailleurs, en 2017, pendant la campagne présidentielle, Frédéric Chatillon est officiellement employé sur la campagne de Marine Le Pen. Il est là, partout. Et c'est la même année, donc en 2017, que Jordan Bardella se met en couple avec sa fille. Et selon les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est ainsi qu'il se fait remarquer de Marine Le Pen, parce qu'en fait, il intègre le clan des gens sûrs, des gens qui ont toujours soutenu Marine Le Pen, à savoir le clan Chatillon. Aujourd'hui, il le voit encore, Frédéric Chatillon. Il voit encore Keridouane Chatillon. Je n'ai pas de preuve absolue qu'il voit toujours Frédéric Chatillon. Toutefois, d'après les échos que j'ai, oui, ils se fréquentent toujours, ils se voient toujours. En tout cas, il y a toujours des liens d'affaires entre Frédéric Chatillon et le Rassemblement National. Jordan Bardella, quand il est arrivé à la tête du RN en 2022, à l'automne 2022, il n'a pas coupé ses liens. Et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, le réseau Chatillon, c'est le réseau de Bardella. C'est un réseau qu'il a porté là où il est aujourd'hui. Il leur est redevable. Et donc, il va pas du jour au lendemain couper ses contrats. Donc oui, aujourd'hui, le business continue entre la galaxie Chatillon et le Rassemblement National. J'en veux pour preuve les contrats encore qui lient le groupe des eurodéputés RN au Parlement européen avec l'entreprise Unanime qui appartient à 100% à Frédéric Chatillon et qui a perçu plus d'1 million d'euros en 3 ans. Les contrats continuent. Alors, entre la page 204 et la page 217, vous décrivez ça de manière très précise. Mais, e-Politique, Lousteau et Chatillon en sont sortis en tant qu'actionnaires. Oui, il faut comprendre, je m'arrête une seconde sur le contexte. On se souvient, en 2023, donc la marche des cagoulés du GUD dans la rue, dans Paris, fait un scandale énorme. Pourquoi? Parce que Axel Lousteau est là, Frédéric Chatillon soutient publiquement cette marche, alors que ce sont des gens qui affichent leurs idéaux, notamment néo-nazis, hein, sans problème. Et si vous voulez, ça fait un peu désordre vis-à-vis de la stratégie de dédiabolisation voulue par Marine Le Pen, que les prestataires historiques de Marine Le Pen et du Rassemblement National soutiennent des néo-fascistes et des néo-nazis. Bon. Donc, branle-bas de combat, ils ont dû trouver une solution pour nettoyer un petit peu la vitrine, parce que c'est trop gênant aujourd'hui. Voilà, cette situation devenait trop gênante. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est que, en fait, en gros, Frédéric Chatillon et Axel Lousteau se sont officiellement retirés de l'actionnariat d'e-Politique. Ils ont vendu leur part. Ils ont vendu leur part. Sauf que quand on s'intéresse à qui ils ont vendu leur part, ils ont vendu leur part à l'un de leurs plus proches amis, qui est également un membre de la GUD Connection, qui les fréquente depuis 15 ans, qui était notamment, j'en ai la preuve, invité au mariage de Frédéric Chatillon il y a 2 ans. Un ancien d'ailleurs, ce monsieur s'appelle Paul-Alexandre Martin. Il est aujourd'hui le gérant et l'actionnaire principal de e-Politique. C'est un ancien du RNJ, il a été numéro 2 de mémoire du Front National de la Jeunesse il y a quelques années. Et en fait, l'argent continue à arriver dans cette mouvance de la GUD Connection. Et ce qui me paraît aussi très intéressant, parce que en général, quand on interroge Marine Le Pen ou les autres du Rassemblement National sur cette question, ils ont tendance à éluder en disant « Mais de quoi vous me parlez? Frédéric Chatillon, son engagement remonte à 35 ans, etc. » J'apporte la preuve dans le livre qu'il y a encore 2 ans, l'un des cadres actuels du GUD
travailler pour e-politique. C'est-à-dire que, bon, les vedettes ont pris leur distance, mais on a des petites mains du GUD qui continuent à vivre parce qu'elles sont employées dans ces sociétés. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que verse le Rassemblement national à son principal prestataire en communication, qui est e-politique, on parle de millions d'euros chaque année, sur toutes les campagnes électorales, encore là actuellement sur les européennes, il travaille, e-politique, permet indirectement de financer certains, en tout cas a permis très récemment de financer le salaire de certains cadres du GUD. Ça, c'est factuel, c'est dans le livre, tout y est. L'explication donnée par le RN, c'est de dire, attendez, on a l'habitude de travailler avec ces sociétés, c'est très long à débrancher. Par ailleurs, personne ne veut travailler avec le RN, il faut bien qu'on prenne les sociétés qui acceptent. Bah écoutez, oui, ça c'est un petit peu facile, je trouve. Je veux dire, si vraiment Marine Le Pen ou Jordan Bardella tapaient du poing sur la table et disaient, vous faites le ménage chez e-politique, on ne veut plus de Nasillon, de Gudard, etc., chez e-politique, chez notre prestataire, j'imagine que ce serait fait très rapidement. Simplement, en fait, il y a toujours ce lien très fort qui unit Marine Le Pen, Jordan Bardella et la galaxie de Frédéric Chatillon. Alors Chatillon, on a vu, c'est par sa fille que Bardella est entré... Mais Marine Le Pen et Frédéric Chatillon, ça vient d'où ? Bah, ils ont fait leurs études ensemble, notamment à Assas. Et en fait, depuis qu'ils ont 20 ans, ils ne se sont jamais vraiment quittés. Et c'est vrai que à partir de 2011-2012, quand Marine Le Pen reprend le parti, elle a toujours pu bénéficier du soutien de Frédéric Chatillon, parce qu'elle était un peu en guerre avec Jean-Marie Le Pen à l'époque. Elle a bâti son système parallèle. Voilà. Et en fait, Frédéric Chatillon a vraiment été un élément clé de l'entourage de Marine Le Pen pour lui permettre de prendre le pouvoir au FN. Alors, continuons à regarder cet enracinement très, très, très à droite de Bardella. On trouve de l'antisémitisme à de nombreux endroits, notamment dans le 9-3, dans le département 93, au tout début donc, de la carrière de militant. Vous détectez des tweets antisémites contre Simone Veil, contre Badinter. On ne sait pas trop d'où ça vient. Si, on sait très bien. Je suis désolé, c'est assez choquant, je vais répéter les tweets, mais à l'époque, c'est Pierre-Claude Pailloux, qui est un militant du FN 93, où milite Jordan Bardella depuis l'âge de 16 ans. Il en prendra la tête d'ailleurs de ce département. Il prendra la tête de la fédération, ouais. Et Pierre-Claude Pailloux, tweet des choses ignobles sur Badinter, sur la juive Simone Veil, en lien avec le droit à l'avortement, etc. Enfin, je veux dire, on est vraiment là dans le lepénisme crasse historique. Et ça n'a jamais dérangé Jordan Bardella. Enfin, je veux dire, il a 16 ans, il prend sa carte là-bas et il s'y est épanoui. Il a grandi au contact de ces gens. Quand il a 18-20 ans en Seine-Saint-Denis dans le 93, quand il se met en couple avec la fille de Frédéric Chatillon, je voudrais quand même préciser que c'est pas juste la fille de Frédéric Chatillon. C'est-à-dire que c'est une militante, Kéredouane Chatillon, qui est en couple de 2017 à 2019 avec Jordan Bardella. C'est une militante extrêmement radicale qui s'affiche dans des défilés où il y a des néo-nazis qui font des saluts, etc., qui est très proche du GUD, qui marche dans les pas de son père. Voilà. Donc c'est pas juste la fille d'eux, c'est une militante. C'est la disciple aussi. C'est une militante extrêmement radicale, la plus radicale qui soit en France. Et ça dérange pas Jordan Bardella d'être en couple avec elle pendant plus de 2 ans, de partager l'intimité du clan Chatillon. J'ai publié pour la première fois des images où on voit Frédéric Chatillon et Jordan Bardella ensemble, en train de trinquer au champagne, etc. Il a vraiment fait partie du clan Chatillon. Avec Jeanlin Lacapelle aussi. Avec Jeanlin Lacapelle aussi. Exactement. Il était au cœur de ce clan, c'était pas simplement le petit copain. Exactement, il a été au cœur de ce clan et ça a vraiment été l'un des éléments qui a lancé sa carrière nationale. Il en parle ? Non. Il l'assume ? Jamais. Non, jamais. Pour lui, ça n'existe pas. Quand j'ai eu l'occasion parfois de lui poser la question de manière assez franche, et à chaque fois ça provoque un profond malaise. C'est-à-dire que lui, il voudrait complètement gommer cet aspect-là, parce qu'évidemment, ça colle pas avec le narratif, le storytelling officiel. Aujourd'hui, le Rassemblement national se présente comme le bouclier de la communauté juive. C'est quand même pour le moins une contradiction majeure de se prétendre le bouclier de la communauté juive et de verser de l'argent à des gens qui sont connus pour leur antisémitisme chronique depuis des dizaines d'années, quoi. Cette façade nouvelle du RN, nous sommes la meilleure protection de la communauté juive, ça prend pour l'instant. Alors moi, en novembre dernier, j'avais eu l'occasion d'aller à la grande marche contre l'antisémitisme parisien. Le 12 novembre. Absolument. Et j'avais, on appelle ça faire un micro-trottoir, j'avais interrogé beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient venus défiler. Et c'est vrai que dans une partie assez minoritaire tout de même, des gens que j'ai eu l'occasion d'interviewer, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu l'adhésion à cette croyance. Enfin, c'est l'inversion des valeurs totales, quoi, hein. C'est penser que l'extrême droite défendra la communauté juive. C'est vrai que ça commence à prendre. Je n'ai pas le sentiment que ce soit majoritaire dans la communauté juive, mais c'est vrai que j'ai vu ça. J'ai recueilli des témoignages de gens sur place qui même remerciaient Marine Le Pen d'être là et de les soutenir. Ce qui est quand même, c'est vraiment nouveau, quoi. Je veux dire, il y a encore
vous observez la vie politique depuis de nombreuses années, c'est quand même très récent. Ils ont réussi à retourner la table un peu. Avec l'aide de l'extrême gauche qui est basculée aussi dans l'autre camp. Et oui, et c'est vrai que du coup, c'est l'extrême gauche aujourd'hui, en tout cas dans ce défilé, quand je parlais avec les manifestants, c'était l'extrême gauche qui était pointée du doigt, en fait, au lieu que ce soit l'extrême droite. Mais ce RN anti-antisémite, c'est une façade. Quand on gratte, juste derrière, on a ce passé, même ce présent, antisémite. Les ponts, les liens avec les groupuscules antisémites de l'extrême droite française ne sont pas coupés. Enfin, ils existent toujours, quoi qu'ils en disent. Et ça, je pense que, je me permets de l'écrire dans le livre, il faut quand même en être conscient. C'est-à-dire que si un jour, il devait arriver au pouvoir, notamment en 2027, quelle sera la place de la pensée nationale-socialiste dans leur entourage? Et ces gens-là seront dans le sillage de Marine Le Pen. On les verra dans les cabinets ministériels, on les verra élus, députés, on les verra. Et je veux dire, ça va pas être magique, ils vont pas couper les liens en une journée alors que ça fait des décennies que ça continue. Marine Le Pen, elle, est insoupçonnable. Non? Marine Le Pen, c'est défait des éléments les plus radicaux de son parti, c'est vrai. Après, on se souvient, je me souviens qu'elle s'était rendue au bal, dans un bal en Autriche, fréquentant... On a une photo d'elle avec Schöneber. Voilà. On ne sait pas trop quand, d'ailleurs. Insoupçonnable. En tout cas... Dans ses propos publics. Dans ses propos publics. Elle est insoupçonnable, ça c'est indéniable. Mais encore une fois, l'entourage et les contrats c'est factuel. L'argent, le flux de l'argent, c'est factuel. Et ça continue. C'est Mitterrand-Bousquet, en fait. Un lien amical et puis un lien financier. Ouais, il y a un peu de ça, oui. Alors, il y a une autre révélation énorme dans votre livre. Vous y consacrez beaucoup de pages pour bien étayer toute cette partie de l'enquête. C'est un compte Twitter qui était le compte Repnat du Ghetto. Absolument. Alors, qu'est-ce que ce compte et qui se cache derrière ? Alors, c'est Jordan Bardella qui se cache derrière ce compte. J'ai produit de nombreux éléments de preuve et j'en produis encore plus. J'en avais produit déjà dans le reportage, puis j'en produis de nouveau dans le livre pour bien étayer cette information. Elle est extrêmement solide. En gros, ça montre quoi? Ça montre un Jordan Bardella qui, entre grosso modo 2015 et 2017, publie des contenus homophobes, à tendance homophobe, raciste, islamophobe sur les réseaux sociaux, en se planquant derrière cet alias Repnat du Ghetto. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre finalement un membre de la fachosphère exprimant la pensée lepéniste classique, ce qui, encore une fois, n'a rien de tellement étonnant. Enfin, je veux dire, on a presque oublié que Jordan Bardella porte l'étendard de l'extrême droite, mais il a pris sa carte au Front National, il avait 16 ans. Je veux dire, c'est quand même, je sais pas, vous vous souvenez ce que vous faisiez à 16 ans, Christophe? Je sais pas, moi, je me souviens de ce que je faisais à 16 ans, j'étais pas au Front National. Moi non plus. Et notamment en train de fréquenter des gens comme ce fameux Pierre-Claude Pailloux ou Cyril Bauzonnet, qui était très proche, donc c'était un militant du RN 93, très proche de Maxime Brunery, qui tenta d'assassiner Jacques Chirac un 14 juillet. Il a grandi sur ce terreau-là, en fait. C'est son histoire, ce sont ses réseaux, ce sont ses choix. C'est ce qu'il est, en fait. C'est un homme d'extrême droite. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a un Dr Jekyll, Mr Hyde, c'est-à-dire d'un côté le Bardella qu'on connaît, lisse, puis de l'autre côté, Repnat du Ghetto, qui est le vrai Bardella, peut-être, ou le Bardella venu de l'enfance? Il y a un peu de ça, parce qu'en fait, c'est vrai que Bardella, c'est quand même un expert de la duplicité, il faut le dire aux auditeurs, c'est-à-dire que je pense notamment, par exemple, à son mandat de député européen. Bardella, sur les réseaux sociaux, dans les médias français, présente un visage très avenant sur les questions environnementales, des droits des femmes, des droits des minorités LGBT, etc. Au Parlement européen, il vote tout le contraire, systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il est parfois difficile de croire à la sincérité de Jordan Bardella, puisque ses discours et ses actes sont en totale contradiction sur de nombreux sujets. Alors restons sur ce compte Twitter, Repnat du Ghetto. Il est suivi, ce compte. Il est suivi notamment par Marine Le Pen. Oui, et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que la veille de la diffusion du reportage, elle s'est discrètement désabonnée de Repnat du Ghetto au milieu de la nuit, parce qu'on avait commencé à faire tourner des extraits sur les réseaux sociaux, donc ça y est, ça se savait. Et Marine Le Pen et Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale RN, se sont désabonnés du compte dans la nuit. Un petit peu en catastrophe, j'imagine. Oui. Il n'est pas le seul à avoir un compte anonyme, une sorte de double identité au RN. Non, c'est un peu une spécialité de la maison. Hein. On se souvient du compte de Marine Le Pen, je crois, Enimar68 de mémoire. Et là aussi, il y a eu des enquêtes journalistiques qui tentent à prouver que c'était bien elle qui se cachait derrière ce compte. C'est l'anagramme de Marine et 68, c'est son année de naissance. Oui, absolument. Et puis il y a eu aussi des histoires de mails. Enfin bref, d'autres journalistes ont travaillé sur la question. Ils ont prouvé que c'était sans doute Marine Le Pen qui se cachait derrière ce compte. Donc oui, c'est un peu une tradition au RN, en tout cas dans ces années-là, d'avoir un compte Twitter caché pour exprimer ses idées profondes, pour insulter les journalistes, parce que Bardella le fait aussi sur son compte Twitter anonyme Repnat du Ghetto, qui est toujours en ligne. Hein, vous pouvez aller voir, les auditeurs peuvent aller voir les publications de l'époque. Il insulte les journalistes, il se permet même de citer Alain Soral, qu'il décrit comme un
grand philosophe ou un grand sociologue. Enfin bon, bref. Cette figure de Soral, derrière Châtillon, derrière le Gueux, elle est quand même pas loin. Non, elle est pas loin. D'ailleurs, bon, j'en parle pas dans le livre, c'est vrai, mais j'ai eu des échos. Alors voilà, ça se vérifie, etc. Mais j'ai eu plusieurs fois des échos que plus jeune, Jordan Bardella a pu être sensible un petit peu à la rhétorique d'Alain Soral. Ouais. Alors, ce qui est à la fois amusant et édifiant, c'est qu'une partie de votre enquête sur ce conte Repnat du Ghetto vient, là encore, d'une ex-amoureuse, en tout cas d'une fréquentation de Bardella. Et les messages qu'ils échangent apportent presque l'aveu par Repnat du Ghetto qu'il s'appelle Bardella Jordan. Absolument. Donc ça, c'est un élément de preuve important. J'ai repéré, en fait, j'ai épluché ce compte. J'ai eu l'information d'abord, on m'a dit, oui, Jordan Bardella avait un compte Twitter anonyme. On n'a pas voulu, le témoin en question n'a pas voulu me donner le nom, il s'en souvenait pas. Donc j'ai épluché un petit peu toute la galaxie Repnat, là, qui avait tous des comptes Twitter anonymes, et puis j'ai fini par identifier ce compte qui me paraissait vraiment collé, pour plein de raisons différentes. Et j'ai identifié une jeune femme qui likait à peu près tout ce que postait ce compte, et j'ai fini par la contacter. Et elle m'a assuré, j'ai évidemment enregistré cet entretien, que c'était Jordan Bardella qui se cachait derrière ce compte. Et je lui ai dit, mais comment vous en avez la certitude? Elle m'a dit, parce que j'ai eu une aventure, on va dire, avec Jordan Bardella, et on se parlait à travers ce compte. Pour preuve, j'en publie même les messages. C'est-à-dire, je publie même les messages que se sont échangés Repnat du Ghetto, alias Jordan Bardella, et cette jeune femme. Dites donc quand même qu'Eridwen Châtillon, une nièce aussi de Marine Le Pen, cette jeune femme, on a l'impression que la vie privée de Jordan Bardella fait partie de son ascension politique, et en même temps, c'est peut-être le défaut de la cuirasse. Je vais pas trop m'aventurer sur la vie privée, je m'y aventure déjà un petit peu dans le livre. J'essaye de m'en tenir à vraiment ce qui participe à la légitime information du public. Pour comprendre le parcours de Jordan Bardella, c'est vrai, il faut comprendre sa vie privée. Donc Keredwen Châtillon, c'est sans doute ce qui participe à le faire émerger sur la scène nationale. Parce qu'en fait, je n'ai pas raconté tous les détails, mais lorsque Marine Le Pen rencontre Jordan Bardella avec Keredwen Châtillon pour la première fois, c'est à Braché en septembre 2017 pour un meeting de Marine Le Pen. Il y a une photo dans une rue. Il y a une photo que j'ai évidemment. Braché, c'est le village où elle a fait le meilleur score à la présidentielle. C'est pour ça qu'elle y tient à son meeting de rentrée. Absolument, c'est ça. Et en fait, c'est la première fois que Marine Le Pen les voit ensemble, la fille Châtillon et Bardella. Et c'est là, a priori, qu'elle le remarque, qu'elle dit « Ah tiens, bon voilà, il fait partie du clan ». Et 12 jours après cette rencontre, il est nommé porte-parole national du parti. Je veux dire, ça a quand même sans doute participé à cette nomination express. À l'époque, il a à peine 22 ans. À peine. Et donc, bon, ça, c'est le premier épisode. Et le deuxième épisode, c'est sans doute la nièce de Marine Le Pen. Il a été en couple pendant des années avec la nièce de Marine Le Pen. Et c'est peut-être, sans doute, l'une des raisons pour laquelle on a accepté de lui confier les clés de la boutique. C'est une boutique, le RN, c'est une boutique familiale, c'est une PME. C'est une entreprise qui a toujours permis à la famille de vivre très confortablement grâce à la vie politique, grâce à l'activité politique. Et c'est vrai que Jordan Bardella, à un moment, il a intégré la famille. C'est-à-dire qu'au RN, on ne fait pas carrière seulement si on est un lieutenant puissant comme Gollnisch ou Maigret en leur temps. Il faut rentrer dans le clan, dans l'intimité. Absolument. D'ailleurs, j'ai un témoin un peu privilégié, assez intéressant dans le bouquin, c'est Florian Philippot. Lui, il a vécu tout ça vraiment aux premières loges. Une relation bilatérale longue avec Marine Le Pen. Et il m'explique ça. Il me dit, au RN, les Le Pen, c'est une dynastie. C'est comme la famille des empereurs du Japon. Il me dit... Comment interpréter du coup l'appellation qu'utilise Jordan Bardella? Dès la page 20, il fait cette confidence. Je faisais campagne avec maman. Il évoque les années où il était junior. Maman, c'est Marine Le Pen, maman. Il y a de la condescendance et puis quand même ça signe cette appartenance à la famille. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je révèle même que plus jeune, Bardella appelait Marine Le Pen My Queen, ma reine, quoi. Il y a quand même, moi je les ai côtoyés de près et j'avais pas l'habitude de travailler sur l'extrême droite. Il y a quand même ce phénomène de cour autour de Marine Le Pen. J'ai eu l'occasion de l'interviewer, elle m'a accordé 30 minutes à l'Assemblée nationale dans son bureau. Il faut voir la fébrilité de ses assistants, de son maquilleur. C'est vraiment, j'avais l'impression d'avoir rendez-vous avec le pape. Comme souvent avec les grands politiques, mais oui. Elle a atteint ce statut et elle reproduit cela. Oui, absolument. Et encore une fois, en fait, c'est vraiment la famille qui dirige le parti. Aujourd'hui, qui dirige réellement le Rassemblement national? Marine Le Pen, Philippe Ollivier, qui est son beau-frère, voilà, qui est le principal conseiller de Marine Le Pen, puis Jordan Bardella, qui a sans doute une certaine latitude pour travailler, mais qui tout de même exécute ce que Marine Le Pen lui demande. Et on est vraiment dans cette intimité-là. Marine Le Pen, pour le numéro de téléphone de Bardella, avait mis un lionceau qu'elle a remplacé par un lion. Oui. Ça aussi, pour une éleveuse de chat, ça dit quelque chose quand même, ça non? Ça dit quelque chose, ouais. Le félin est devenu... Le petit chat est devenu grand fauve, en fait. C'est elle qui me le dit, et elle me le dit avec on peut dire une certaine douceur, presque maternelle à son égard, qui ne me paraît pas forcément surjouée ni feinte, même si, encore une fois, il y a sans doute, ils ont une relation...
la relation Marine Le Pen-Bardella, c'est une boîte noire. C'est très compliqué de comprendre ce qui sous-tend cette relation. Il y a sans doute une affection personnelle et il y a aussi un intérêt politique bien compris, réciproque. On va voir leurs différents politiques profonds. Un dernier mot quand même sur cette relation. César a été assassiné par son fils adoptif Brutus. Elle le sait. Elle le sait, mais je crois que Jordan Bardella connaît le parcours des dauphins qui ont tenté si j'ose dire, de voler de leurs propres ailes au RN. Philippot et voilà. Et encore une fois, vraiment, même si vous voyez Bardella partout, même s'il est très populaire, même s'il s'apprête sans doute à finir les élections européennes en première place, Jordan Bardella, il a pas de courant idéologique propre, il a pas de troupe, il a pas de fief. Le bardélisme, ça n'existe pas. Bardélisme, j'ai posé la question d'ailleurs à Marine Le Pen à la fin, c'était ma dernière question de l'entretien. Je lui dis, est-ce que le bardélisme, Madame Le Pen, ça existe? Et elle sourit un petit peu ironiquement en me disant, je me suis jamais posé cette question, ça existera sans doute un jour. Oui, voilà, il n'est pas mûr idéologiquement, mais quand vous me dites pas de troupe, je suis surpris. Il y a le conseil régional où il a mené la campagne, il y a les députés européens, il a quand même, depuis qu'il prend l'appareil du parti, il a eu le temps de mettre un peu des gens à lui, non? Non, très peu. L'investissement, encore une fois, de Jordan Bardella dans ses mandats, il est quand même très minime. Vous parlez du conseil régional, je crois que l'année dernière, il y allait une fois en tout et pour tout au conseil régional, Jordan Bardella. Donc non, il n'a pas mis d'homme en place. Il commence à le faire. On a vu notamment qu'il a réussi à faire entrer Pierre-Romain Thionnet à une place sans doute éligible sur la liste des européennes. Donc c'est un petit peu son idéologue, c'est un petit peu son conseiller politique, sa plume. Un garçon très radical d'ailleurs qui vient de la cocarde, avec des idées férocement identitaires, incluant parfois l'usage de la violence. Je le dis parce que j'ai des vidéos, etc., qui en témoignent. Voilà, il commence tout doucement à mettre en place ces hommes, tout doucement. Il attend son heure. À l'automne prochain, procès pour Marine Le Pen, procès sur les assistants parlementaires européens. Absolument. Elle peut tomber en inéligibilité à cause des juges. Il sera là. Absolument. Vous parliez de Brutus, mais je crois qu'au fond, Jordan Bardella, il n'a pas besoin d'être Brutus. C'est la justice qui peut faire le travail. Oui, exactement. Il a juste besoin d'être patient, de montrer sa fidélité absolue à Marine Le Pen. Ça, c'est quand même une question de survie au FN, au RN. Et c'est vrai qu'elle encourt 10 ans d'inéligibilité cet automne dans l'affaire des assistants parlementaires. J'ai eu l'occasion de pouvoir consulter quelques pièces du dossier. Il paraît clair que Marine Le Pen était au courant de tout le montage financier. C'est d'ailleurs ce que décrivent les juges d'instruction dans leur ordonnance de renvoi. Ça a été publié par l'AFP. Donc voilà, le risque est réel pour Marine Le Pen. Et si vous voulez, pour éviter que si elle est empêchée de concourir en 2027, pour éviter que le RN retombe à 5%, le plan B, c'est Bardella. Alors regardons son parcours politique de ce Bardella sans bardélisme. Quand il entre, il est assez proche de Florian Philippot, c'est-à-dire une ligne, la ligne du Frexit en fait sur l'Europe, une ligne souverainiste, une ligne dite de gauche au RN. Bardella a beaucoup varié au cours de sa carrière politique. On le voit là, tout très jeune, très frais, etc. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait de la politique, Jordan Bardella. Encore une fois, il a commencé à 16 ans. Ses premières années, il est dans la roue de Florian Philippot, Frexit, gaullisme social. Il prend même la tête de Banlieue Patriote, un collectif fondé sous l'égide de Florian Philippot. C'est Bardella qui dirige ce collectif. Et le but de ce collectif, c'est d'arrêter de parler que d'immigration, d'islam dans les banlieues, de parler des problématiques sociales que sont le logement, les transports, l'éducation, etc. Et en fait, ça dure quelques années. Peut-être que Florian Philippot tombe un petit peu dans le piège de Narcisse, quoi, parce que Bardella, qui dès son plus jeune âge sait manœuvrer, est un bon politicien, a su charmer Florian Philippot. Il a su lui dire ce que Philippot voulait entendre. Et à partir du moment où l'étoile de Philippot a commencé à pâlir au RN, il a retourné sa veste et il est passé dans le camp des identitaires nettement plus radicaux, incarné notamment par Philippe Ollivier, donc le beau-frère de Marine Le Pen. Par conviction ou juste par opportunisme, parce qu'il voit que le vent souffle dans ce sens-là? C'est difficile de définir de vraies convictions à Jordan Bardella parce que il a beaucoup varié. Il y a quand même chez lui un opportunisme chronique tout au long de sa carrière, c'est-à-dire que c'est un véritable animal politique. Il sent le vent tourner et il a toujours la capacité d'avoir un coup d'avance en fait sur les événements. Et c'est pour ça qu'il est là où il est aussi, parce que c'est un bon politicien, il est bon manœuvrier. Est-ce que c'est un vrai politique, c'est-à-dire quelqu'un qui est animé, qui est animé par une vision de la France, par des idées profondes, très ancrées? J'en doute, en tout cas, il les a jamais réellement exprimés en dehors de la logique mariniste, quoi. Alors, prenons le dossier Russie. Il a frôlé, fréquenté, approché le cercle Pouchkine, qui était un cercle pro-russe. Oui. Est-il devenu, à la remorque d'un Thierry Mariani, un ami de la Russie, un admirateur de la Russie? Alors, il les a pas juste frôlés, il y a passé plusieurs soirées, il les fréquentait de manière relativement assidue, j'ai toutes les photos qui en témoignent, et j'ai surtout le témoignage d'Éric Richermoz, qui à l'époque était aussi militant RN, très proche de Bardella. Ils allaient ensemble au cercle Pouchkine, donc c'est en gros le pendant jeune du dialogue franco-russe, un lieu de lobbying pro-russe intense. Et Richermoz m'explique qu'à l'époque, Bardella
est russophile et poutinophile, et qu'il voit en Vladimir Poutine, malgré le Maïdan, malgré la Crimée, l'annexion armée de la Crimée en 2015, il voit en Vladimir Poutine une figure hégémonique alternative aux Américains. Il est, à l'époque, il est russophile, il est poutinophile. Et c'est vrai que... En fait, c'est dur de s'y retrouver parfois avec M. Bardella, parce que là, en février 2023, il publie dans l'Opinion, dans le journal L'Opinion, une tribune dans laquelle il semble prendre ses distances avec Vladimir Poutine. Il dénonce les crimes de guerre, il dit que la violation de la souveraineté de l'Ukraine est insupportable quand on est un patriote, mais quelques années plus tôt, quand la Crimée avait été envahie, ça ne le dérangeait pas, enfin la violation des frontières ukrainiennes. Donc c'est vrai que on constate objectivement que sur des sujets majeurs comme la Russie, Bardella, il a été girouette. Il a fait l'essuie-glace là-dessus. Voilà. Cette sortie du 22 février 2023, où Bardella semble d'un seul coup tomber du côté de l'Ukraine et rejoindre le mainstream, comme on dit, ça lui crée des soucis avec Marine Le Pen quand même. En fait, il a désobéi. C'est quasiment la première fois qu'il désobéit de manière ouverte, publique à Marine Le Pen. Il vient d'être élu président du RN. Peut-être qu'il a été un petit peu grisé par cette position. Peut-être qu'il s'est vu plus fort qu'il ne l'était, ou peut-être tout simplement qu'il a tenté de connaître son poids politique réel dans l'appareil. Il y a une réunion, je raconte une réunion secrète dans le livre, chez Françoise, un restaurant proche de l'Assemblée nationale. Sont présents Marine Le Pen, Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy et Jordan Bardella. Jordan Bardella demande une inflexion de la ligne politique du RN. Il voudrait se rapprocher des positions de Mélanie, pro-OTAN, pro-Zelensky. Marine Le Pen répond « niet ». Elle ne veut pas en entendre parler. Son allié à Marine Le Pen, c'est Salvini en Italie, c'est pas Mélanie. Et puis, elle est historiquement proche de Poutine, elle veut pas se fâcher avec Poutine. Bardella n'en fait qu'à sa tête et 2 mois et demi plus tard publie cette fameuse tribune dans l'Opinion qui en quelque sorte est une forme de défi à Marine Le Pen, puisqu'il adopte une ligne qui n'est pas celle de Marine Le Pen. D'autant plus sur des affaires de politique étrangère, c'est vraiment le précaré de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle. Et évidemment, la réponse de Marine Le Pen est assez cinglante, puisque je crois 24 ou 48 heures plus tard, elle publie un communiqué où elle rappelle sa vision du conflit russo-ukrainien, etc. Et simplement pour conclure sur ce point, on peut se dire, très bien, Jordan Bardella a évolué, il n'est plus pro-Poutine, ou en tout cas plus pro-russe. Bon, ce serait possible. Mais en fait, ce qui compte, encore une fois, c'est pas ce qu'on déclare en politique, c'est ce qu'on fait, c'est les votes. Et les votes, depuis 5 ans, de Jordan Bardella et des députés RN au Parlement européen, sont systématiquement favorables à Vladimir Poutine. En tout cas, toujours opposés aux mesures contre Vladimir Poutine. Voilà. En tout cas, toujours opposés. Ils votent jamais les résolutions, les sanctions, la condamnation aussi de la Biélorussie, alliée historique de Poutine. Enfin bref, les conditions de détention d'Alexei Navalny. Ils n'ont jamais voté pour les dénoncer. Enfin, mais de manière systématique, je donne le détail dans le livre, il y a au moins 15 votes qui montrent très bien la position en fait réelle de M. Bardella et des eurodéputés RN. Il y a quelque chose qui a bougé dans cette campagne. Le RN a rompu avec l'AfD, donc l'extrême droite allemande, après des propos sur les SS. Marine Le Pen a tendu une main à Giorgia Meloni qu'elle n'a pas saisie. Ça bouge entre les groupes, on ne sait pas trop où ils sont. Après ces européennes, est-ce que Bardella, Meloni, Le Pen, ça peut être une nouvelle alliance ? D'après ce que j'entends et je lis, c'est possible. Toutefois, c'est loin d'être fait manifestement. Et le risque aussi, en fait, pour le RN, c'est de se retrouver comme en 2014 et de plus avoir de groupe en fait au Parlement européen. Il pourrait très bien amener 15, 20 ou plus députés, eurodéputés, sans avoir de groupe, sans pouvoir peser. Aujourd'hui, ils faisaient partie du groupe ID. Alors oui, ok, ils sont désolidarisés de l'AfD. Enfin, est-ce qu'ils ont découvert il y a une semaine que l'AfD était un parti radical ? L'AfD est historiquement proche des milieux néo-nazis, même très proche des milieux néo-nazis allemands. Ça a été étayé par de nombreuses enquêtes de presse et enquêtes judiciaires allemandes. Tout récemment encore, l'AfD, enfin en tout cas des cadres de l'AfD projetaient la remigration, voilà, et même d'Allemands ayant la nationalité allemande, mais pas assez allemands à leur goût. Tout ça n'avait pas tellement gêné le RN jusque-là. Donc il a vraiment fallu qu'ils franchissent cette ligne rouge sordide, ses propos sur le SS, pour que finalement Marine Le Pen bouge. Mais c'était le bon prétexte quand même. Oui, c'est un mouvement qui paraît assez opportuniste quand même. Au sein du RN, est-ce qu'il y a une possibilité de constitution d'un courant anti-Bardella, d'une opposition officielle? Louis Alliot,
un ancien compagnon de Marine Le Pen, on est toujours en famille, a tenté de lui barrer la route de la présidence, il a été balayé. Ouais. Est-ce que ça existe encore, ça? Alors, si je puis me permettre, mais il a tenté de lui barrer la route. C'était peut-être plutôt Enfin, en tout cas, c'est ce que je relate dans le livre. Je suis allé voir, évidemment, Monsieur Alliot, et puis j'ai de nombreux témoignes sur le sujet. C'était un peu une candidature de témoignage. Il s'est sacrifié, quoi, pour que ça ressemble à une vraie élection. Il fallait qu'il y en ait un qui y aille, et c'est Alliot qui s'y est collé, enfin, pour parler franc. Je veux dire, l'élection de Bardella, je crois qu'il fait un score, il fait 80... presque 90% des voix. Je veux dire, c'est un simulacre de démocratie. Voilà, les choses étaient pliées avant même l'élection. Il a été désigné par Marine Le Pen, point barre. Voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait revenir dans la famille. Elle a des propos plus amènes aujourd'hui, c'est Marion Maréchal Le Pen. Ça existe, les liens Bardella-Marion Maréchal? Ils se connaissent depuis très longtemps, ils se fréquentent. C'est la même génération, ou presque? Oui, c'est la même génération. Ce sont les jeunes loups là, de la scène politique actuelle. Je pense que le problème, ce serait pas Bardella, en fait. Je pense que le problème, ça reste Marine Le Pen. Marine Le Pen, je suis pas sûr qu'elle soit prête à ouvrir la porte à sa nièce. Mais en revanche, je suis tout à fait convaincu que Bardella est prêt à travailler avec Marion Maréchal et même avec Éric Zemmour, en fait, parce que Bardella a toujours entretenu une ambiguïté stratégique, si j'ose dire, sur ses liens avec la Zemmourie et sur une alliance possible. Historiquement, Bardella, il a toujours été favorable à l'union des droites, ça tient à sa génération, à ses fréquentations. Quand je dis l'union des droites, c'est l'union des droites radicale, on va dire. Et ce que Marine Le Pen a toujours rejeté. Donc oui, on peut imaginer un jour une union Bardella-Marion Maréchal ou voilà. Une fois que Reconquête aura été écrasée, quoi, voilà. En fait, oui, et peut-être aussi, pour parler clair, peut-être une fois que le renouvellement générationnel aura opéré. C'est-à-dire qu'une fois que Marine Le Pen sera plus là et Éric Zemmour non plus, je vois pas ce qui empêchera Jordan Bardella de faire alliance avec Marion Maréchal. Est-ce qu'il a de l'autre côté des amis chez les LR? Des LR qui lui parlent, qui l'estiment? Ils ont réussi à en débaucher quelques-uns, je pense notamment à Monsieur Chenu. Vous savez, je vais vous raconter, j'étais en tournage au Parlement européen et j'ai interviewé Monsieur Bellamy. Et c'était il votait, c'était en juillet 2023, il votait une loi sur la restauration de la nature, une loi emblématique environnementale. Et je demande très franchement à Monsieur Bellamy, est-ce que vous pourriez voter avec le Rassemblement national? Est-ce que vous pourriez un jour envisager une coalition avec eux? Alors, il répond pas, parce que Bellamy, c'est dur d'avoir des réponses quand on est en interview avec lui, mais il a pas dit non. Il a pas dit non, et on sait qu'il y a sans doute une frange aujourd'hui chez LR qui envisage, pourquoi pas, un jour une alliance avec Bardella. Oui. Parce que s'il y a dissolution et que le RN arrive en tête après à l'Assemblée, si Bardella veut aller à Matignon, il faudra qu'il trouve des alliés chez les LR. Absolument. Et d'ailleurs, je relate un épisode dans le livre, il avait chargé Pierre-Romain Thionnet, son conseiller politique, d'aller faire passer le message, je crois que c'était dans le magazine L'Incorrect, tenu par des proches de Marion Maréchal, où il s'affiche, où son principal lieutenant, Pierre-Romain Thionnet, s'affiche en couverture avec Monsieur Carayon et Stanislas Rigaud, donc les jeunes LR et les jeunes de chez Zemmour. Main dans la main, quasiment souriant, complice. Et en fait, il fait passer un message. Il dit, moi, l'union des droites, pourquoi pas? Ouais. Un dernier élément pour terminer dans les 2-3 minutes qui nous restent. Vous racontez une anecdote édifiante sur notre époque. C'est une jeune fille, je crois, qui dans la rue fait un selfie avec Bardella. Et quand on l'interroge, qui est-il? Dans quelle position politique est-il? Quelles sont les idées? Elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Et en revanche, je me souviens même de son émotion, de ses joues empourprées. Elle était tellement heureuse d'avoir son selfie avec Jordan Bardella. Mais qui sait pour lui si c'est pas un homme politique pour elle? C'est une star, quoi. C'est une star des réseaux sociaux. En fait, Bardella, il a 1 300 000 followers sur TikTok. Il est extrêmement suivi. Il poste pas du tout que du contenu politique, il poste plein de petites blagues, etc. On l'a vu d'ailleurs le soir de la diffusion de votre documentaire. Absolument, oui. Il se filmait en train de manger des pop-corn, etc. Il sait draguer la jeunesse, il a tous les codes. Et en fait, c'est édifiant. Enfin, c'est édifiant. Oui, c'est édifiant parce que, en fait, ces jeunes aiment Bardella sans savoir quelles idées il représente. Il y a une starification, en fait, de Jordan Bardella grâce aux réseaux sociaux qui me paraît extrêmement intéressante et qui n'est pas le cas qu'en France. L'AfD en Allemagne a exactement la même stratégie. C'est la stratégie de TikTokisation de la politique. Mais ça fait vraiment des voix ou ça fait juste des jeunes filles énamourées qui prennent des selfies? Aujourd'hui, les jeunes filles énamourées, demain, elles voteront, en fait. Donc, si elles grandissent avec, encore une fois, la conception que Bardella, c'est une rockstar, etc., qu'est-ce qui les empêchera de voter pour lui quand elles auront 18 ans? On a vu toutes ces fragilités idéologiques, psychologiques, le manque de fond chez Bardella. Ça va l'arrêter un jour, quand même? Qu'est-ce qui va arrêter Jordan Bardella aujourd'hui? On peut se le demander. Les européennes de dimanche, ça semble... Manifestement, non mais je veux dire,
pendant le débat avec le Premier ministre, manifestement, Gabriel Attal a été le meilleur. Il a appuyé là où ça faisait mal et Bardella a encore grimpé dans les sondages. Ouais. Donc en fait, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, Bardella, il est en état de grâce. Ça ne durera sans doute pas toujours, mais oui, là, il marche un peu sur l'eau en ce moment. Oui. Et de cet état de grâce, il peut profiter pour faire quelque chose entre les européennes et 2027, selon les circonstances politiques. Pierre-Stéphane Faure, ça s'appelle Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. C'est publié par Studio Fact Édition. Et franchement, il faut que tous nos auditeurs le lisent, parce qu'une fois qu'on a lu cela, on connaît tout, et même plus que tout, sur Bardella. Merci et bonne journée. Merci à vous.